Dans un pays où les collines sont noires et nues, le ciel blanc et les oiseaux gris, dans une petite maison de briques rouges, Elisabeth et Paul ne sont pas sortis de leur chambre depuis bientôt 1 an. Las de leur pays laid, las des problèmes de leurs parents, des journées d'école qui semblent ne pas finir, de leur mère qui parle de douleur, des autres enfants qui ne sont pas des amis. Cela va faire 1 an que le frère et la sœur n'ont pas arrêté le jeu. Dans ce jeu, les collines ne sont ni noires ni nues. Le ciel est rempli d'étoiles, même la journée. Les oiseaux portent des visages, les poissons volent, les horloges ne fonctionnent pas. Dans ce jeu, maman n'a pas mal, car elle n'existe pas. Il y a 1 an, vers la fin de l'hiver, Elisabeth a retrouvé son frère dans un coin de la cour de récréation. Le visage plein de neige, le nez rouge et écorché, les yeux remplis de larmes. Elle a vite compris. Quelques garçons de sa classe, plusieurs boules de neige lancées de loin, puis une dernière dans la bouche directement. C'était la fois de trop. Elisabeth et Paul ne voulaient plus jamais avoir affaire à eux. C'est comme ça que ça a commencé. Ils avaient de la chance. Il y avait une dame qui leur apportait à manger. Elle s'occupait un peu de maman aussi. C'était une dame avec une sorte de blouse bleu clair ou blanche. Les enfants ne savaient plus bien. Ils s'en fichaient absolument. Ils se fichaient de tout. Le monde pouvait continuer de tourner sans eux. C'est ce qu'il avait toujours fait. Dans la chambre, les coussins formaient des tours. Tous les draps de la maison avaient été réquisitionnés, puis suspendus par de bouts de ficelle, afin de former des pièces dans la pièce. Quand il n'y avait plus assez de draps, ils enlevèrent ceux de leur propre lit et le blanc de la couette nue leur plaisait bien. Comme ça faisait nuage. Les photos accrochées au mur étaient des fenêtres pour chacune des nouvelles chambres. Presque tous les objets avaient maintenant un visage, dessiné au feutre ou à la craie. Personne d'autre n'avait accès à ça. Surtout pas la dame en blouse. Elle déposait la nourriture sur la table de la cuisine. Elisabeth sortait de la chambre, courait le plus vite et discrètement possible pour ne pas déranger maman, récupérait les 2 petits plats et faisait chemin inverse tout aussi rapidement. Un jour, après une interminable partie de jeu de loi aux règles variables, Elisabeth s'en allait effectuer sa mission quotidienne. Ouverture de la porte, traversée du long couloir, cuisine. Quoi ? Il n'y a pas de repas aujourd'hui ? Depuis combien de jours n'est-elle pas sortie de la chambre ? Peut-être que la dame en blouse n'est pas venue depuis un moment. Ou bien a-t-elle oublié ? Gênée de devoir la réveiller, Elisabeth toque délicatement à la porte de la chambre de maman. Pas de réponse. Elle dort. On ne répond pas lorsqu'on dort. Elle prend la poignée des 2 mains. La pièce s'éclaire progressivement de la lumière du couloir. Elisabeth passe la tête dans l'ouverture de la porte. Ici, elle n'est plus qu'Elisabeth, une sorte de préadolescente dans un corps trop grand pour elle. Elle essaye de se faire la plus discrète possible dans cet espace qui n'est plus sa chambre. C'est juste le temps de reposer une question à maman. Ensuite, elle retournerait avec son frère et le rejoindrait aussi vite qu'elle ne l'a quitté, et tout irait comme ça l'a été durant 1 an. Maman ?
Maman était toute petite, petite et froide, une petite statuette. C'est comme ça que les gens sont lorsqu'ils meurent, des petites statuettes de pierre ou de métal. Paul n'a pas cessé le jeu. Au contraire, il l'a intensifié. La frontière avec la réalité se dessinait de plus en plus nettement, et Paul ne la franchirait plus. Il n'a jamais dit un mot sur maman, qui était devenue petite et froide. Elisabeth ne trouvait pas les siens. Elle n'a pas parlé pendant un temps. Elle voyait le jeu, mais n'en faisait plus partie. Paul semblait ne pas s'en apercevoir. Lui non plus ne parlait plus beaucoup. Pourtant, la chambre n'était jamais silencieuse. Il ne lui parlait plus à elle, c'est tout. Elisabeth pensait beaucoup. À vrai dire, elle pensait tout le temps. Elle n'avait jamais autant pensé de plus loin qu'elle se souvienne. Elle regardait son frère. Elle pensait que peut-être c'était mieux comme ça. Il était en sécurité ici, même si elle partait, car elle partirait bientôt. Comment dire au revoir à son frère? Elisabeth répétait la cérémonie devant le petit miroir de la salle de bain. Elle voulait que ce soit efficace. Elle répétait de longues phrases en boucle. Ça ne l'était pas du tout. Et puis Paul ne l'écouterait pas. Et puis elle partirait si peu de temps qu'il ne la remarquerait sûrement pas. Et puis ça prendrait trop de temps. Il fallait être efficace. Elle partit, profita d'un instant où Paul lisait pour l'embrasser sur le haut du crâne, dans les cheveux, descendit les escaliers sans se retourner. Elle partait enterrer maman. Elle est dehors, regarde sa maison une dernière fois avant de partir. Elle ne se souvenait pas qu'elle était comme ça de l'extérieur. La rue est calme, il y a un peu de vent, quelques voitures garées, et c'est tout. Maman est dans une petite boîte. Elisabeth a pris quelques gâteaux emballés individuellement, 3 ou 4 petites briques de jus de fruits et une gourde d'eau pour le chemin. Maman a de la chance d'avoir une fille comme Elisabeth. Elisabeth sait comment on enterre les gens. Là où maman a moins de chance, c'est qu'Elisabeth sait ça car elle a vu enterrer une amie, il y a quelques années. Paul n'était pas encore né. Papa avait déjà commencé à disparaître. Elle n'était qu'à 2. Elisabeth était toute petite. C'est la seule fois qu'elle a vu de l'autre côté des collines noires. Depuis, pas l'occasion, pas l'argent, pas le temps, disait maman. Pas grave, Elisabeth et Paul avaient leur chambre. À droite, sur un banc de la colline, il y a un de ces cimetières de statuettes qu'on a mis là car on ne sait pas à qui sont ces morts. Il y en a beaucoup dans la région avec la guerre. La guerre et la mine. Son papy est mort dans une mine, se rappelle Elisabeth. Ils les ont entassés là. Heureusement, les vieilles dames des villages au pied des collines viennent mettre des fleurs. Ça fait joli. Elles pensent que ce sont leurs maris, leurs frères. En vrai, toutes les statuettes se ressemblent. On ne peut pas savoir. Alors on se raconte ce qu'on veut. Mais elles n'ont rien d'autre à faire, ces dames. C'est ce qu'elles pensent aussi. Elles existent que pour eux, vivants et morts. Qui leur emmènera des fleurs quand elles seront petites et froides, elles aussi? Moi, je le ferai, pense Elisabeth. Qui me parle? Ça semble venir de plus haut. Alors là, Elisabeth ne se serait pas doutée qu'elle croiserait quelqu'un ici. Elle monte encore un peu. Là, tout en haut, une personne sur un cheval.
Pourquoi ne vient-elle pas me chercher? Je suis fatiguée de monter, moi. La cavalière ne bouge pas. Elle regarde Elisabeth et l'attend. Plus elle s'en approche, mieux elle voit son sourire. C'est un sourire de quelqu'un qui est content de te voir. Qui est-ce? Une fille, un peu plus âgée qu'elle. Une adolescente, qui en a presque fini avec l'adolescence. Sans selle sur son cheval. Je me balade ici. C'est étrange d'avoir un cheval ici. Il y a souvent des enfants qui s'y perdent. C'est étrange d'avoir un cheval sans être adulte. Sur ce cheval, je vois loin. Je n'ai pas de cheval, moi. Et je peux me déplacer rapidement. Je les aide à s'y retrouver. Ton frère va bien, comment tu sais? J'étais avec lui à l'instant. On poursuivait les oiseaux à visage. Il est toujours dans la chambre. Il n'en sortira pas tout de suite. Mais ça arrivera un jour. Comme toi. Elisabeth se sent rassurée. La jeune fille la fascine. Elle a de l'allure sur ce grand cheval. Tu sais où tu veux aller? Près de l'océan. C'est là-bas que je vais enterrer maman. Elle sait quel chemin prendre pour y aller. Comment le sait-elle d'ailleurs? Je n'étais pas perdue. Pourquoi tu es venue? La cavalière n'était pas venue. C'était un hasard. Cette fois, elle profitait juste de la vue. Les collines noires sont bien loin derrière maintenant. Elle a traversé plusieurs villes, longé quelques rivières et canaux, passé une forêt, et la voilà au bord d'un vaste champ. De l'autre côté de celui-ci se trouvent les rochers et enfin l'océan. Elisabeth s'arrête. Elle est arrivée. Un petit coin avant que la terre ne devienne du sable. Maman sera enterrée ici. Tiens, une pelle a été déposée entre les pierres et des traces fraîches sur le sol, celles des symboles d'un cheval. Elisabeth creuse. Elle doit faire un gros trou, bien plus que la statuette de maman. Une fois le trou creusé, elle la sort délicatement de sa petite boîte et la dépose dans le fond. Elle ajoute des coquillages, des fleurs, pas beaucoup, il y en a peu dans ce genre d'endroit, et des cailloux qu'elle trouvait beaux. Enfin, elle coupe ses 2 longues nattes et les pose de chaque côté de la statuette. Une fois sous terre, les morts reprennent leur taille et leur matière. Ainsi, leur corps d'humain se décompose, mangé par les petites bêtes. Une fois débarrassée de ce corps, maman ira où elle voudra. Le soleil se couche bientôt. L'eau scintille, c'est magnifique. Elisabeth se tient sur un rocher, debout. Ça fait un moment qu'elle est là. Elle regarde l'océan. Elle pourrait ne jamais s'arrêter. Elle pourrait devenir un rocher elle aussi, comme les autres qui sont passés là avant elle et qui n'ont plus voulu voir autre chose que l'océan. Mais elle l'a vu au loin, bien au-dessus de la ligne d'horizon, un de ces oiseaux à visage. Et sur son dos, un petit garçon. Il faut qu'elle y retourne, au moins encore un peu. Il est trop tôt pour être grande.